Bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur du quotidien d'un quartier de Nyon. On a reçu un document assez fascinant d'un auditeur ou d'une auditrice. Hmm. Et c'est pas un rapport officiel, hein, attention. C'est plutôt un journal de bord, on pourrait dire, des notes personnelles, des photos, des réflexions prises sur le vif en mars 2023. Un vrai témoignage direct sur la vie locale. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer tout ça, essayer de comprendre un peu les dynamiques de voisinage, repérer là où ça coince, les points de friction, et puis voir les questions que ça soulève sur, par exemple, la police de proximité, le vivre ensemble. Ouais. C'est vraiment une exploration basée sur le regard de cette personne à un moment T. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apprendre, ce genre de document brut, même si c'est subjectif? Ah, mais c'est justement tout l'intérêt de ce type de source. Bien sûr, c'est subjectif, c'est une perspective. Mais ça nous donne une fenêtre directe, sans le filtre habituel des institutions, sur comment les gens vivent concrètement des situations, somme toute, assez banales en ville. Le stationnement, le bruit. Exactement. Les relations avec les voisins, les autorités, c'est une matière première en fait qui est précieuse pour comprendre les perceptions, les ressentis, tout ce qui façonne vraiment la vie en communauté. Ça nous sort un peu des grandes généralités, quoi. On est dans le concret. Alors justement, allons-y dans le concret. Premier point de friction qui ressort, c'est le stationnement. Le 26 mars 2023, l'auteur observe une Jeep bleue, garée juste devant chez lui. Mhm. On imagine que ça veut dire se garer en prétextant décharger, mais sans vraiment le faire, ou en tout cas en prenant son temps. Le genre de choses qui arrivent, oui. Apparemment, les photos montrent la voiture qui reste là une bonne demi-heure avant de finalement bouger pour une place légale cette fois. Et plus tard, il y a une scène qui est rapportée. Une discussion un peu, on imagine, tendue entre le propriétaire de la Jeep et un autre habitant du quartier. Et là, le proprio de la Jeep aurait demandé à l'autre si le quartier était à lui. Ah, la question classique. Oui. Et l'auteur des notes trouve ça assez ironique. Il retourne un peu la question en disant que, vu l'assurance du conducteur, on dirait plutôt que c'est lui qui se prend pour le propriétaire des lieux. Alors qu'il habiterait, d'après l'auteur, à Lunin, donc même pas à Nyon. D'accord, donc quelqu'un de l'extérieur, perçu comme tel en tout cas. Voilà. Et ça amène une autre réflexion dans le document. L'auteur se demande, est-ce que cette personne paie des impôts à Nyon? Il fait même un lien, un peu surprenant peut-être, avec des infos sur la location d'un restaurant par la ville. Il y a des liens vers des articles de presse locale. Hmm. On sent qu'il y a une pensée derrière sur qui profite des infrastructures, qui contribue. Mais c'est un excellent exemple, hein. Ça montre comment un incident, au fond assez banal, une voiture mal garée, peut cristalliser des frustrations beaucoup plus profondes. Le stationnement, l'usage de l'espace public, ce sont des sources de conflits tellement fréquentes en ville. Oui, c'est vrai. Ce qui se joue là, c'est pas juste l'amende potentielle, c'est la perception d'une injustice, d'un privilège peut-être. Une injustice parce que c'est quelqu'un d'extérieur, vous pensez? Oui, ça peut jouer, oui. L'idée du local contre l'étranger, entre guillemets. Le sentiment que les règles, elles sont pas les mêmes pour tout le monde. La question des impôts que l'auteur soulève, même si, le lien direct avec l'infraction est pas évident. Non, c'est sûr. Ça pointe vers cette interrogation sur l'équité. Qui contribue à la vie locale? Qui en profite? Et qui respecte ou pas les règles communes? C'est plus qu'une histoire de parking, en fait. C'est une micro-lutte pour la légitimité dans un espace qu'on partage et qui est souvent très disputé. C'est fou comme un simple pare-choc qui dépasse peut devenir un symbole. Et ça nous mène à un autre point chaud très détaillé dans les notes, un pub. Dans le quartier, là, l'auteur exprime clairement son ras-le-bol face au bruit. Oui, et c'est intéressant parce qu'il ne parle pas juste de bruit fort, il décrit un type de bruit particulier, répétitif, ces fameux yeah, 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 Anae. Oui, c'est ça. Ça semble l'irriter au plus haut point. Et c'est souvent le cas, vous savez, hein. La nature du bruit, sa régularité, le fait qu'on le perçoive comme évitable ou irrespectueux, ça compte parfois plus que les décibels eux-mêmes. Il parle de nuisance constante. Exactement. Et il essaie d'être factuel. Il donne des observations très précises. Par exemple, le 31 mars 2023, après minuit, il note « Le pub est encore ouvert, des clients entrent, sortent, un membre du personnel est dehors, une fois avec un balai, une autre fois il écrit « embrassant sa clientèle fidèle ». Ah oui, les détails. Il note même l'heure, 1h14 du matin, les stores sont toujours levés. Il mentionne des photos et même une vidéo comme preuve. Il essaie de montrer comment, quand et potentiellement que ça ne respecte pas les règles. D'où la mention d'une possible infraction aux heures de fermeture, l'heure de police comme on dit. Oui, c'est sous-entendu. Et il fait une distinction que je trouve intéressante. Il écrit
J'aime bien la musique, il fait référence à la fête de la musique de l'année d'avant, mais je n'aime pas du tout l'injustice et les nuisances constantes de ce pub. Donc c'est pas qu'il est contre l'animation en soi. Non, c'est ça. C'est une réaction à quelque chose qu'il perçoit comme excessif et surtout qui dure. Et c'est une nuance absolument cruciale. Ça illustre parfaitement toute la complexité de faire cohabiter des activités différentes dans un même quartier, où s'arrête l'animation légitime d'un commerce qui participe aussi à la vie locale et où commence la nuisance qui devient intolérable pour les voisins. Il n'y a pas de réponse simple universelle. C'est très subjectif en fait. Éminemment subjectif. Ce qui est supportable pour l'un est une torture pour l'autre. Mais alors comment on gère ça collectivement, si chacun a sa propre perception? C'est tout le défi pour les autorités locales, bien sûr. Il faut jongler, soutenir l'économie, les commerces, mais aussi protéger la tranquillité des habitants. Les outils existent, hein, les règlements sur les horaires, les normes de bruit, l'isolation phonique, la médiation. Oui. Mais c'est leur application, et surtout la perception de cette application qui est clé. La citation « la dose fait le poison » qui est reprise dans le document, elle est parfaite ici. Un événement exceptionnel, une fête, ça passe souvent bien. C'est la répétition, l'impression que rien ne bouge malgré les plaintes qui usent les nerfs et qui exacerbent les tensions. Mhm. Au fond, le problème c'est peut-être moins le pub lui-même que la perception d'un déséquilibre constant, où le droit à l'activité de l'un semble toujours l'emporter sur le droit au calme de l'autre. Et cette impression de déséquilibre, d'injustice même, ça nous amène tout droit au troisième grand sujet de ce document, le rôle de la police. D'ailleurs, le titre que l'auteur a choisi est déjà une question en soi. La police de proximité. Proche d'eux? Ça interpelle direct. Proche de qui, en effet? Et proche de quoi? C'est la question fondamentale pour ce type de police. Et l'auteur met en scène un contraste assez frappant. D'un côté, il raconte avoir vu, le 25 mars 2023, une interaction entre les policiers et un monsieur du pub. Il l'a décrit comme convivial, il parle de rire échangé. D'accord. Et de l'autre côté, il parle de sa propre expérience, une discussion qu'il a eue à un autre moment avec un assistant de police au sujet justement de ces stationnements gênants, les déchargements invisibles. Et là, clairement, son ressenti est négatif. C'est de la frustration. Et il lie ça à un sentiment d'injustice. Ce contraste, c'est vraiment le nœud du problème de la perception de l'action policière. La police de proximité, en théorie, elle vise à créer du lien, à être accessible, à désamorcer les petits conflits du quotidien. Oui, c'est l'idée. Mais pour que ça marche, il faut que cette proximité soit perçue comme neutre, comme équitable, par tous les gens concernés. Et là, l'auteur, il doute fortement de cette équité. Il va jusqu'à écrire, c'est assez fort, hein, à un autre endroit, à côté du commissariat par exemple, ce pub aurait été fermé depuis longtemps. Ah oui, c'est direct. C'est une accusation de traitement différencié, de deux poids, deux mesures, selon l'endroit ou peut-être selon les relations des uns et des autres. Cette différence de traitement perçue, c'est ça le cœur du problème qu'il soulève, non? Ça met en cause toute l'idée de proximité. Absolument. Si la police est vue comme étant proche de certains, mettons les commerçants, au détriment d'autres, par exemple les résidents qui se plaignent, alors le dispositif rate sa cible. Et même pire, ça peut créer du ressentiment, et ça abîme la confiance envers l'institution. C'est difficile de rester neutre, j'imagine. Maintenir cette neutralité, ou du moins l'apparence de neutralité, surtout quand les agents connaissent bien les gens du quartier, c'est un exercice d'équilibriste très, très délicat. Est-ce que c'est un peu le risque inhérent à la police de proximité? Le fait de connaître les gens, de discuter de manière informelle, est-ce que ça peut brouiller les pistes? C'est un des risques, hein, oui, clairement. La convivialité, les rires échangés, comme dans l'exemple, ça peut être interprété comme de la complaisance par ceux qui se sentent lésés. Et à l'inverse, si on applique la loi très strictement, ça peut être vu comme trop rigide, manquant de discernement. C'est compliqué. Clarté des procédures, du soutien de la hiérarchie et aussi énormément de la capacité à communiquer, à expliquer pourquoi on agit de telle ou telle manière. Mais une chose est sûre, la perception d'équité, c'est vital. Si la proximité policière n'est pas perçue comme juste et impartiale, elle peut, paradoxalement, creuser la distance avec certains citoyens au lieu de la réduire. Donc, si on essaye de rassembler les pièces du puzzle que ce document nous livre, on a le portrait vu par un résident d'un quartier où il y a des frustrations liées à des incivilités ou perçues comme telles, le stationnement, Oui, des nuisances qui reviennent tout le temps, le bruit du pub, et surtout un sentiment très fort d'injustice, d'iniquité dans la façon dont ces problèmes sont gérés, y compris par la police locale. C'est un peu un cercle vicieux de tension au quotidien, quoi. c'est une bonne synthèse de la perspective qui nous est présentée. Et il faut le redire, hein, c'est une perspective.
Un autre voisin, ou le patron du pub, ou les policiers eux-mêmes, ils auraient sans doute une lecture différente des mêmes faits. C'est la nature même de ces conflits de voisinage. Oui, bien sûr. Mais face à ce constat, qui est le sien, l'auteur ne fait pas que se plaindre. Il termine son document avec une suggestion très concrète. Peut-être pourriez-vous faire une enquête auprès des habitants du quartier. C'est un appel à sortir de son cas personnel, à objectiver un peu les choses. Et c'est une démarche intéressante, je trouve. Ça montre une volonté de dialogue, de chercher des solutions plus larges. Et effectivement, pour une municipalité qui est confrontée à ce genre de tensions récurrentes, faire une enquête de voisinage, une consultation plus large, ça peut être un outil vraiment utile. Ça permettrait de voir si c'est un sentiment partagé. Exactement. De mesurer l'ampleur du problème, de recueillir différents points de vue, y compris ceux des gens qui ne se plaignent pas forcément d'ailleurs, et puis d'identifier des pistes d'action qui soient plus adaptées, plus acceptées. Un premier pas pour montrer qu'on prend le problème au sérieux, en somme. Tout à fait. Parfois, rien que le fait de montrer qu'on écoute, qu'on prend en compte les différentes voix, ça peut déjà calmer un peu le jeu. Le besoin d'être entendu, c'est fondamental dans ces situations. Évidemment, l'enquête, c'est pas une fin en soi. Il faut que ça débouche sur du concret si c'est nécessaire. Mais c'est souvent une première étape constructive. Et rappelons-le, notre analyse ici, elle se base uniquement sur les éléments qu'on a dans ce document précis. En conclusion, cette exploration à travers les notes et les photos d'un résident nous a vraiment donné un aperçu concret de comment des petits incidents du quotidien, une voiture mal garée, le bruit d'un bar un peu tard, une discussion avec la police, comment tout ça peut en fait cristalliser des enjeux beaucoup plus larges. La négociation difficile de l'espace public qu'on partage tous, les défis de faire cohabiter les commerces et la vie des résidents, et puis les attentes parfois déçues qu'on a envers les institutions qui sont censées réguler tout ça, le vivre ensemble. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion finale qui va au-delà de ce cas précis à Nyon. Le document suggère une enquête locale, c'est une piste. Mais plus largement, on peut se demander quels autres mécanismes concrets on pourrait imaginer pour améliorer sur le long terme le dialogue et la médiation quand il y a des conflits de voisinage comme ça qui s'enracinent. Oui, bonne question. Comment une municipalité peut s'assurer que les préoccupations, qui sont toutes légitimes à leur manière, les résidents qui veulent du calme, les commerçants qui doivent faire tourner leurs affaires, les visiteurs de passage, comment s'assurer que toutes ces préoccupations soient non seulement entendues, mais aussi prises en compte de manière équilibrée dans la gestion de tous les jours de cet espace commun, espace si précieux et si souvent source de tension. Vaste question, qui mériterait sans doute d'être creusée.